Mira en 2014. C'est à la hauteur de la table, En cette presque fin d'été, les experts répondent présents et laissent l'actualité de côté et au profit de sujets de société tout au long de ce mois d'août. Aujourd'hui, nous allons parler de tolérance, de croyance et de non-croyance. Pour en parler, un invité, Benoît van der Merchen, secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque, le CAL, et ancien boss de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Benoît van der Merchen. Bonjour. À ses côtés, trois expertes qui vont le titiller. Tout d'abord, Marie Thibault de Mézières, éditrice et chroniqueuse. Bonjour. Salma Awash, chroniqueuse et conceptrice du Lab. Bonjour. Et Odile Margot, avocate et fondatrice de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Bonjour. Alors, démarrons avec un premier sujet, pomme de discorde, sujet qui fâche. Les cours de religion et de morale à l'école publique. Donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, remplacés partiellement en tout cas par les cours de citoyenneté et de philosophie. Est-ce que c'est un succès, Benoît van der Merchen? Parce qu'on a quand même l'impression que les enfants dans les écoles préfèrent encore suivre au moins une heure de religion et de morale. J'aurais tendance à dire d'emblée que le temps est une construction. Ce cours, il est là depuis seulement quelques années. Arrivé au forceps via une décision d'une juridiction, avec un débat politique qui visiblement n'avait pas envie de s'emballer autour de cela, et présenté à l'origine comme un cours de rien, qui aurait envie d'inscrire son gosse dans un cours de rien. Donc je pense qu'il faut lui laisser sa chance. On sent que c'est encore en évolution. On aura peut-être l'occasion de le développer. Moi, je crois que c'est une véritable plus-value pour l'enseignement officiel et que ce qui doit guider l'action dans ce domaine, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que ça devrait entrer aussi dans le cursus des écoles libres? La question a été soulevée d'emblée lorsque la première proposition de décret est venue sur la table. Le Conseil d'État, section de législation, vous me pardonnez d'être un peu technique, a indiqué que ce cours était tellement important et correspondait aux obligations qui découlent de la Convention internationale des droits de l'enfant qu'il devait bénéficier à tous les élèves et que cela primait sur la liberté d'enseignement. Donc logiquement, il aurait dû, si on suit un petit peu ce genre de conseils, des juristes éclairés. Ça n'a pas été le cas pour des raisons politiques à nouveau de compromis. Marie Thibault de Mézières. Ce cours de citoyenneté, c'est un peu un mauvais compromis à la belge parce qu'il y avait 2 heures de religion et puis on en a enlevé une pour mettre ce cours de citoyenneté, mais en même temps, avec 1 heure de religion, on ne peut rien faire. Or, cette loi a été installée à la suite des attentats de Charlie Hebdo, vraiment dans cette foulée-là. Et moi, j'en avais discuté avec un prof de religion islamique qui disait justement, moi, j'ai besoin d'au moins 2 heures pour déconstruire les discours radicaux qui sont sur Internet ou que les adolescents entendent par ailleurs. Et avec 1 heure, j'ai plus le temps de faire ça. Et vous avez entièrement raison. Juste sur un point, la discussion était bien antérieure au Parlement avec des propositions diverses de Flao, de M. Asquin, de M. Miller, donc bien antérieure aux attentats. Mais vous avez raison, on est dans une solution à la belgo-belge où on reste au milieu du gué. On peut dire à certains, vous avez vu, j'ai avancé 1 heure de philo de citoyenneté, et à d'autres, vous avez vu, j'ai gardé 1 heure de religion. Oui, parce que soit la religion, c'est la responsabilité de la famille, alors il faut l'enlever de l'école, soit la religion, c'est la responsabilité de l'école, et il faut au moins 2 heures. Et donc, ici, c'est une hérésie à la fois sur le plan pédagogique, vous avez raison de le souligner, mais également sur le plan organisationnel. Et philosophique. Et il y a aussi, mais ça je pense surtout aux directions d'école et aux professeurs, mais il y a aussi encore une incertitude autour de ce cours. Et je plains les professeurs qui, évidemment, doivent se demander à quelle sauce ils vont être mangés au fur et à mesure des législatures à venir. Salma Awash. Moi, je me demande si on a vraiment intégré la notion de philosophie ici en Belgique. Quand je vois, par exemple, en France, l'éducation civique et la philosophie sont des cours séparés. Alors nous, on s'est dit, on va tout mettre ensemble, religion, philosophie et citoyenneté en 1 heure. Donc la philosophie, c'est une vraie discipline. C'est ce qui forme aussi, entre autres, à l'esprit critique. La citoyenneté, ça s'appelle l'éducation civique. C'est très, très important. C'est un cours à part entière. Et les cours de religion, on doit statuer, est-ce qu'on est un État laïque? Quelle est notre définition de la laïcité? Quelle est notre définition de la distance par rapport... On n'est pas un État laïque. On n'est pas un État laïque. Donc ça, on n'a jamais fait semblant de l'être. Mais il y a un mélange qui se fait dans la tête des gens entre la laïcité et la neutralité. Donc ça, c'est pas clair. Et donc, dans le cadre du Lab TV, on va dans les écoles
Et le cours dans lequel on a le plus trouvé le moyen de s'intégrer, c'est le cours de philosophie de citoyenneté. Mais je peux vous dire que les questions qui sont abordées là, les profs, ils sont en général dépassés, parce que c'est des questions qui dépassent leurs compétences, ils n'ont pas été formés, et c'est pas de la philosophie, c'est des questions d'actualité, c'est des questions, des choses qu'ils entendent dans les médias et pour lesquelles ils n'ont pas de réponse, et un tiers des enfants qui sont en classe n'ont plus accès à l'information type TV et tout, etc. Donc ils s'informent comme ils peuvent. Odile Marcoux. Oui, moi, il me semble qu'évidemment, ce cours devrait être un cours de 2 heures et devrait pouvoir présenter à tous les élèves la connaissance de l'autre, la connaissance, le but, il me semble, de ce cours de citoyenneté et de philosophie, c'est aussi qu'un élève de religion catholique connaissent la religion musulmane, connaissent la religion juive, qu'il y ait des échanges, et que les profs de morale laïque soient capables aussi également d'enseigner ça. Et je ne sais pas ce qui se passe par rapport à la formation, et est-ce que la formation des professeurs de morale laïque est aussi prévue pour qu'il puisse y avoir cette rencontre à tous les niveaux? C'est vrai que la question de la formation est importante. Elle a été essentielle. À nouveau, je peux indiquer que c'est un cours qui est arrivé par le biais d'une décision juridictionnelle et que donc au début, visiblement, il a fallu bricoler. Je n'exonère pas de leur responsabilité à nos autorités politiques parce que la question était sur la table depuis bien longtemps et avant cette décision, on savait bien quel allait être le sens justement de la décision de la Cour constitutionnelle. Donc en termes de formation, il y a des choses à faire. Mais il faut aussi éviter de charger l'école de trop de tâches par rapport à ce qu'elle doit faire et ce cours non plus, de manière à en faire un véritable fourre-tout. Moi, je pense que si on regarde les choses avec un petit peu de recul, le principal avantage de ce cours, c'est d'avoir les élèves en commun, ensemble. Il est quand même absurde qu'au nom d'une pluralité, on se dise, pour discuter des questions de sens, chacun dans son coin. Alors, vous avez eu l'occasion de recevoir il y a peu le directeur d'UNIA, Patrick Charlier. Si dans une entreprise, au moment où vous arrivez, on vous demandait c'est quoi ta religion, vous auriez directement une plainte qui serait portée. À l'école, ça paraît normal de séparer sur base d'une confession les élèves pour discuter des questions de sens. Je pense qu'au contraire, il est plus intéressant d'avoir les élèves ensemble, de pouvoir échanger, apprendre à se connaître, apprendre à connaître la religion, les convictions des uns et des autres. C'est prévu dans le programme de la 2e heure de cours de philo-citoyenneté, un apprentissage du fait religieux, et de pouvoir à ce moment-là, justement, préparer la société de demain et rassembler ceux qui n'étaient pas... Ça me paraît être la plus-value essentielle. Après, est-ce qu'il y a un petit peu trop et de tout dans ce programme? Je pense qu'à la différence du cours de morale qui était fort centré sur les valeurs, ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche philosophique. Non pas de dire aux gens comment ils doivent penser, aux élèves, mais plutôt leur donner une boîte à outils. Je pense que celui qui a peur de la philosophie, de manière générale, il n'est pas très aventureux. Hein. Au contraire, penser par soi-même, c'est plutôt rigolé. Et c'est plutôt rigolo. C'est donc l'idée ici d'aller vers cela et d'aller vers la citoyenneté. C'est là que le lien est fait dans le cadre de ce cours. Ça n'empêche pas qu'il y ait des cours d'actualité. Il y a des écoles où il y a des cours d'actualité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais où est le rapport? Pourquoi est-ce qu'on est dans le ou et pas dans le et? Et pourquoi est-ce qu'on doit rogner sur des heures? Alors si ça n'a aucun rapport avec la religion, pourquoi est-ce qu'il faut rogner sur les heures de religion? Et pourquoi alors, et si c'est une éducation, un parcours en tant que tel philosophique, pourquoi alors est-ce qu'on n'équipe pas, en termes de bagage, vraiment à la philosophie, à la citoyenneté? C'est pas un truc inné de transmettre une façon de réfléchir. Nous sommes d'accord sur la nécessité de former les professeurs par rapport à ce nouveau cours, c'est essentiel et c'est un des enjeux certainement des législatures à venir. Pour ce qui est du choix qui a été posé, à savoir on ne peut pas faire exploser la grille horaire, on n'a pas les sous pour organiser des cours supplémentaires et donc on sucre le cours de religion par rapport à cela, cours de religion qui est obligatoire constitutionnellement pour celui qui en fait la demande, il n'est pas question de les supprimer, c'est à l'article 24 de la Constitution, donc ça on ne pourra pas le changer. Cours de religion et de morale. Le cours de religion... mais ça pourrait être pas donné par des profs qui sont formés par la communauté. Les cours sont donnés par des profs qui sont formés par la communauté religieuse. Alors, là, sur les questions de formation, de changement, il y a beaucoup de changements ces dernières années. C'est important de dire que ce n'est pas l'école. C'est vrai, mais on essaye d'améliorer justement la formation. C'est le diocèse chrétien qui forme les cours de chrétienté. Oui, vous avez raison. Et un cours de connaissance de religion pourrait aussi rentrer dans l'article 24 de la Constitution. Tout à fait. Mais je pense que ce qu'il y a par rapport aux professeurs, moi j'ai un profond respect pour les professeurs, qu'ils soient de morale, de religion ou autre, je suis persuadé qu'ils essayent de faire leur boulot convenablement. Là où il y a quand même un questionnement que l'on peut avoir, c'est celui de leur position qui peut être à un moment donné schizophrénique.
prenant un exemple d'un sujet qui peut intéresser les jeunes, celui de l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce qu'il s'est adapté d'en discuter comme ça pouvait se faire avant qu'on arrive ce cours, ou que ça peut se faire maintenant? Question de sens, dans le cadre d'un cours de religion de morale. À partir du moment où vous êtes professeur de religion et qu'on sait effectivement comment vous êtes nommé et que vous avez en même temps une autorité qui vous dit « Ah non, l'IVG c'est un péché mortel », vous placez le professeur dans une position schizophrénique. Donc certains débats n'ont pas à avoir lieu dans ce cadre-là, mais évidemment, donc voilà, donc c'est un cours qui est un véritable bénéfice, mais il faut lui laisser le temps. Est-ce qu'il faut laisser la religion hors de l'école? Marie Thibault de Mézières, vous disiez qu'il faut choisir. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je dis philosophiquement, il faut choisir. Après, moi, je trouve pas. Pour moi, la religion, elle peut être partout et nulle part. Je trouve que la religion, c'est un bagage culturel, c'est nos racines, c'est extrêmement important. Oui, mais est-ce qu'elle a sa place dans l'école? Pour moi, elle a sa place partout. Elle a sa place partout où on peut la remettre en question et où on peut bénéficier aussi des valeurs qu'elle nous a transmises. Ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on est dans l'éducation et l'instruction ou est-ce qu'on est juste dans l'instruction? Si on est dans l'éducation, alors oui. Voilà, si on se met juste dans une mission d'instruction, alors a priori, et si on est dans un état laïque, a priori, elle relève du privé. Mais dans notre cas, je pense qu'elle doit rester à l'école. Et oui, et en plus, on parle d'éducation aussi. Je crois qu'on saura qu'on n'est pas dans un état laïque, mais vous avez raison. Odile Margot? Pour moi, la religion fait partie de la sphère privée. Maintenant, il y a et je favoriserais des cours vraiment de connaissance de la religion des autres. Des religions. Des religions. Plutôt que de sa propre religion. De sa propre religion à l'école. On a le samedi, on a le dimanche pour aller découvrir, rencontrer les personnes de sa religion, pour aller à des mouvements de jeunesse, pour aller ailleurs. Et que l'école reste un lieu de rencontre et d'échange. Juste une courte réaction. Je pense que tout a été dit dans cette réflexion, la capacité de remettre en question votre réflexion, Madame Thibault de Mézières. C'est ça l'intérêt. Si c'est effectivement un cours de catéchisme, ça n'a pas beaucoup de sens. Si au contraire, dans un but qui est celui de rassembler, d'avoir une société cohérente où chacun apprend à se connaître, un cours, une approche historique, sociologique, anthropologique du fait religieux, ça me paraît effectivement c'est pas la même chose. Du bon sens et même indispensable dans le monde dans lequel on vit. Alors, de diaboliser la religion, c'est totalement contre-productif. Chacun a le droit de... Justement, ça c'est intéressant. Benoît Van der Meer, est-ce qu'au centre d'action laïque, est-ce que vous diabolisez la religion? Non, je pense que... Est-ce que vous êtes des super laïcards? Il faudra définir ce qu'est un super laïcat. J'ai envie de dire, non. C'est leur boulot en même temps. Revenons sur les principes. Tout le monde a le droit de vivre pleinement ses convictions, y compris religieuses. C'est un droit fondamental. Personne ne remet ça en question. Croire que la laïcité serait anti-religieuse, c'est une erreur d'analyse. Au contraire, je pense que ce que nous voulons imposer comme principe, même si les débats sont compliqués, on parle d'État qui n'est pas laïque, on a pu le voir au Parlement fédéral à quel point, quand on a voulu introduire le mot laïcité dans la Constitution, ça a soulevé des levées de boucliers. Au plus on a de diversité, notre société est diverse, au plus on a besoin de principes communs et de laïcité. Et l'idée de laïcité, c'est pas d'être anti-religieuse, c'est au contraire d'être cet espace où chacun peut vivre pleinement sa religion, ses convictions, sans pour autant qu'on fasse primer des valeurs particulières sur l'universalité des droits. Ce que je veux dire par là, c'est un espace où justement chacun étant tenu à égale distance avec un État impartial et qui l'assure, on s'assure qu'il n'y a aucune religion qui va d'une manière ou d'une autre, et dans le cours de l'histoire ça s'est souvent fait, avoir une tentation hégémonique. C'est un peu compliqué dans les faits, ce qui est décrit, parce que ça n'est pas vraiment le cas. Je veux dire, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a une équidistance face à toutes les religions. Ce n'est pas le cas. On a quand même une vision qui semble fort empruntée d'une laïcité beaucoup plus stricte, telle qu'on peut la voir dans certains cas. C'est-à-dire, on va dire... Par exemple, on va dire, oui, ça c'est contre les principes de chez nous. Ce n'est pas la culture judéo-chrétienne. On entend beaucoup ça, notamment par rapport au débat du voile. Non, mais c'est dans l'opinion publique de manière générale, par rapport au voile, par rapport aux convictions religieuses, par rapport même à la présence de certaines convictions religieuses dans l'espace public, on a une vision en disant non, on ne peut pas. Vous voyez qu'en entreprise, ce n'est pas le cas du tout. En entreprise, on a une démarche beaucoup plus pragmatique. Et si on va voir du côté même du côté américain, où là on voit, ou du côté anglo-saxon, on voit que le plus important, c'est d'être intégré et au contraire de comprendre l'autre dans ce qu'il est. Mais donc on a le droit... Le système anglo-saxon n'est pas du tout laïque non plus. Oui, mais nous, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment différencier la neutralité de la laïcité. Et que donc, il y a des fois, on parle de laïcité, des fois de neutralité, et puis des fois de liberté. Mais moi, je trouve que c'est très clair. La laïcité, c'est de dire on ne veut pas de religion dans l'État.
La neutralité, c'est de dire on est neutre par rapport à la religion. C'est-à-dire, si les gens veulent faire des écoles chrétiennes, on va les financer. On n'est pas neutre aujourd'hui. On n'est pas neutre. Alors, vis-à-vis de la religion, on n'est pas neutre. Légalement, l'État est neutre, mais il y a évidemment... Dans les faits, non, puisqu'il y a 1000 ans de culture chrétienne comme bagage de tout. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre en quoi on n'est pas neutre. Dans l'opinion publique n'est pas neutre. Non, moi, je ne parle pas de l'État. Je parle bien sûr pas neutre, puisqu'il y a... c'est l'opinion publique qui n'est pas neutre. Qui n'est pas neutre, et donc qui va parler d'une certaine forme de laïcité. L'opinion publique essaye d'intégrer la notion de la laïcité et elle ne la comprend pas vraiment. C'est ça mon point. J'ai vécu en France où on vivait la vraie laïcité, leur vraie laïcité à eux de façon très très différente. Mais elle est très clivante, leur laïcité. Elle est très clivante. C'est pas du tout ça qu'on aimerait pour notre État. On la vit aussi ici. Odile Margot, oui, parce que une réaction, les femmes voilées s'il vous plaît, mesdames. Qui ne peuvent plus rentrer en classe, je suis désolée, ce n'est pas une vision de la neutralité. Oui, mais il y a une commune en Belgique qui a ça. Plein d'autres. Il y a plein d'autres endroits où le voile est vécu comme un truc très compliqué. Je ne comprends même pas que ce soit un débat. Je suis d'accord, mais pas par l'État. Je ne parle pas d'État, moi je parle de l'opinion. Salma Awash, un instant, on va demander à Odile Margot de réagir. Je pense que c'est difficile de généraliser qu'il y a des laïcs extrêmes comme des religieux extrêmes et que dans l'école, en tout cas, on doit préserver cet espace de rencontre et d'échange et que c'est ça l'essentiel et qu'on a une chance avec ce cours de pouvoir en faire quelque chose et qu'on espère que le programme et que la formation va suivre. Mais parlons justement de ces signes ostentatoires, puisque là on tourne un peu autour, on va en parler de manière très claire. Oui. Donc une question, par exemple, pour Odile Margot, pourquoi un signe ostentatoire poserait-il problème dans une administration ou dans une école? Pourquoi, pour vous, ça poserait un problème? Parce que l'État doit rester neutre. Simplement. Oui. Pour moi, il doit y avoir une neutralité parfaite et chacun doit pouvoir... Mais ce n'est pas... Pour moi, ça, c'est de la laïcité. En Angleterre, aux États-Unis, c'est vécu tout à fait autrement. Oui. Mais chez nous, pour l'instant, les conditions actuelles, c'est qu'il faut qu'il y ait une neutralité qui soit maintenue. Enfin, alors, à contrario, question pour Salma Awash, pourquoi absolument montrer ce qu'on pense? C'est comme un look, c'est comme ce que je porte aujourd'hui. J'ai un tatou, ça me regarde. Mais ça, on ne sait pas ce que vous pensez. Ah ben oui, mais comment ça, on ne sait pas ce qu'on pense? Mais si, on peut dire que j'aime les tatous, que j'aime les palmiers, que j'aime les... En fait, tout peut... C'est un peu la langue de bois, Salma. Ce que je ne comprends pas, c'est... Moi, je n'arrive pas, et j'aimerais peut-être qu'on m'explique, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Pourquoi c'est un débat? Est-ce qu'on n'a rien d'autre à faire? Pourquoi, à ce point... Je voudrais une opinion ou un éclairage. Parce que ça devient vite une revendication. Mais il y a plein de trucs qui deviennent des revendications. Alors voilà, demandons à Benoît Van der Merch si je ne comprends pas. Voilà. Où est-ce qu'il y a débat là-dessus, sur les signes ostentatoires? Question complexe. D'abord parce que les arguments que l'on peut entendre d'un côté comme de l'autre ne sont pas médiocres, sont dignes d'intérêt. La liberté d'expression poussée, c'est un principe général. Toutes les restrictions doivent être vues vraiment de manière la plus réduite possible. Et puis après, il y a ce socle commun de valeurs auquel en tout cas moi j'adhère et je vais l'expliquer. C'est un choix. C'est une question complexe aussi parce que très vite, c'est un débat qui devient passionné. Oui, tout à fait. Et c'est difficile d'arriver avec du rationnel. Et ensuite, nous, de notre côté, au sein du Centre d'action laïque, nous sommes contre, dans la fonction publique, le port de signes convictionnels, quel qu'il soit. On est très vite réduit à cette question et à être taxé d'islamophobe, alors que ce n'est pas du tout ça la question. Je vais prendre un exemple. Si on pense au premier représentant de l'État, le roi Philippe. En 2014, on a voté une législation qui autorise, sous certaines conditions, l'euthanasie aux mineurs capables de discernement. Juste avant cela, le roi Philippe avait été à l'intronisation de M. Joseph de Keyzel comme archevêque de Bruxelles-Malines. Et on connaît ses convictions. Tous ceux qui suivent ce dossier de fin de vie, j'en suis, on s'est tous posé la question, quand il fallait sanctionner et promulguer, est-ce qu'il va faire comme son père qui a signé en 2002 la loi d'euthanasie tout court sans problème, ou comme son oncle? Eh bien ça, c'est une question qu'en tant que citoyen, je n'ai pas à me poser. Je n'ai pas à supposer que ce que doit faire un fonctionnaire va être fonction de ses convictions. Parce que, je suis bien d'accord avec vous, je prends l'exemple pour justement éviter... J'essaie de prendre un exemple justement pour illustrer le principe en ne parlant pas du voile, parce que c'est là où on pollue tout. De dire simplement que moi, ce que j'attends des autorités de l'État, c'est un traitement qui soit égal pour tous et pas différencié en fonction des convictions des uns ou des autres. Celui qui est en position de faiblesse, c'est jamais celui ou celle qui est derrière le guichet, mais c'est celui ou celle qui va devant le guichet. Si vous êtes devant un CPS, vous n'êtes pas en train de faire le fier. Et donc je trouve qu'à cet égard, même si je sais que l'apparence ne va peut-être pas avoir grand-chose à voir avec l'acte qui est posé par le fonctionnaire, il ne faut pas que le citoyen se pose ce type de questions. Voilà peut-être une explication, je ne sais pas si elle vous convaincra. Non, mais au final, je peux décider d'exprimer mon intériorité avec un turban.
de couleur, et ça ne choquera pas. Parce que si, vous voyez ce que je veux dire, je peux décider d'exprimer mon intériorité par plein d'autres moyens, et la religion n'en est qu'un aspect parmi d'autres. Ce n'est pas l'argument. On n'est pas que l'expression de notre religion, on est un tas d'autres choses. Bien sûr. Hein, voilà, vous avez raison. d'ailleurs. Vous avez raison, tant mieux. Juste un exemple. Au moment où il y a eu toutes les discussions en commission de la révision de la Constitution sur la laïcité à introduire ou pas, en tout cas des valeurs à introduire dans le texte fondamental, la députée Monica de Koning, ancienne présidente du CPS d'Anvers, SPA qui est très ouvert sur les questions du port de signes convictionnels, a dit « Nous avons laissé le signe convictionnel au CPS d'Anvers, nous sommes revenus en arrière. » Pourquoi ? Parce qu'on a pu constater que les fils au guichet se formaient en fonction de l'apparence de celui qui est derrière le guichet. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite réellement comme service public ? Voilà, donc... Mais vous vous poserez toujours la question de la personne en face. Est-ce qu'elle va... On est tous différents, donc c'est normal qu'on se pose la question. On ne peut pas l'enlever. Oui, mais la question de l'apparence... Bon, alors c'est une jurisprudence qu'on peut retrouver dans la Cour européenne des droits de l'homme, mais je crois que c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute de la part du citoyen sur le fait que le service qui va lui être rendu sera rendu impartialement. Et vous pensez Mais on ne peut pas être d'accord. Hein. Marie Thibault de Mézières. Vous pensez que cacher ses cheveux, ça rend non impartial? Alors je trouve que... je vois pas en quoi, quand je vois les policières britanniques qui sont voilées en uniforme, je me dis, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas ça, nous, dans la police bruxelloise. On en aurait vraiment besoin. C'est pas parce qu'on découvre ses cheveux, parce que si on doit l'enlever, par exemple, pouvoir rester sur le voile, mais on peut prendre tout à fait autre chose. Si on doit le faire pour rentrer travailler, on va pas changer son intériorité, on est la même. Mais ce qui est quand même un peu bizarre, c'est Marie Thibault de Mézières, vous utilisez cet argument, c'est un peu à contrario du reste, parce que vous dites, ce serait bien de voir une policière voilée, mais en quoi ce serait bien ou mal? Mais parce que ça montrerait que d'abord il y a de la diversité dans la police, ce qui n'est pas le cas, qu'il y a des femmes, et notamment les femmes issues de la minorité. Ça veut dire ce qu'elle pense et ce qu'elle est en diversité, parce qu'elle mais non, peut mais pas parce que je crois qu'elle est ce qu'elle est. Comme on a dit, c'est pour être un tatouage aussi. Ça montrerait qu'il y a aussi des personnes issues de l'immigration bruxelloise, oui, et des femmes en particulier qui arrivent dans la police, et ce serait... On n'a pas besoin d'avoir un voile pour montrer ça. Non, mais je pense qu'elle veut dire comprends c'est qu'elle est telle qu'elle est. Elle arrive telle qu'elle est, elle ne doit pas commencer à changer. Non, mais on n'a pas besoin. C'est pas ce qui est dit, justement. On n'a pas... Moi, je pense que les gens doivent arriver tels qu'ils sont. On a besoin d'un voile pour montrer découvrir ça. qu'elle vient d'ailleurs. Non. La police est ouverte à tout le monde du moment qu'on adhère aux si vous regardez valeurs. à quoi ressemble la police bruxelloise, c'est pas à ça qu'elle ressemble. Il y a très peu de femmes issues de l'immigration qui sont dans la police, et ça c'est dommage. Ça, c'est pas vrai. Notamment, il y a des députés, notamment au PS, qui sont d'anciennes policières et qui ont été à la police de Bruxelles. Oui, juste dire, Van der Berg. on l'expliquait que c'était un débat qui devenait vite passionnel. Oui, on est en plein dedans. Moi, je répète l'idée que c'est vraiment, il ne faut pas s'attarder sur ce qui est un exemple de mise en application. C'est la question du voile par rapport à un principe plus général. Je râlerais, comme on a pu râler au CAL pendant des années, à propos de la présence de crucifix dans les salles d'audience des palais de justice, où là aussi, ça n'a pas lieu d'être. Et juste pour revenir sur le voile, moi je voudrais quand même, à un moment donné, on finit par avoir l'impression que ce qui devient la représentation de la femme discriminée, et il y a des femmes discriminées parce qu'elles portent le voile, mais ça devient la femme voilée. N'oublions pas quand même qu'au départ, dans le monde et en Belgique, il y a des femmes qui portent le voile, et ce n'est pas par choix, mais en raison de la perpétuation d'un système patriarcal dans notre âge. Il ne faut aussi pas perdre des choses de vue. Il y a plein de choix. Mais il y a des femmes qui sont contraintes aussi de porter des signes religieux. Ça, les femmes sont contraintes de beaucoup de choses. Oui. Pourtant, elles font pas le. Ça, c'est malheureusement le cas partout. Voilà. Elle se manifeste très différemment en fonction de la culture de laquelle on vient. Eh bien, il faut combattre ce patriarcat partout et dans toutes ses facettes et dans toutes ses Mais je expressions. pense qu'exclure les femmes voilées voilées du travail administratif, ça n'est pas se battre contre le patriarcat, c'est même le contraire. Mais ça, c'est une autre question. C'est une question, effectivement, d'impartialité dans le service qui est rendu par le service public. Maintenant, qu'une personne qui porte un signe convictionnel doive le porter tout le temps, 24 heures sur 24, mais qu'on ne puisse pas avoir, quelque part, une parenthèse dans le cadre professionnel, ça pose question aussi. Oui, bien sûr, ça pose Alors, question. je propose qu'on passe à nos coups de cœur. Mais non, on doit commencer par Marie, évidemment, qui veut nous parler de vacances obligatoires en famille. C'est quoi ça? C'est votre programme de l'été, ça, les vacances obligatoires en famille? Non, c'est un roman bruxellois. Je voulais vous proposer de la littérature bruxelloise. Alors, Valentine Delecourt, elle a écrit plusieurs romans, et celui-ci est un super roman de l'été. C'est très joyeux, c'est sur les vacances obligatoires en famille. Je ne sais pas si vous en avez ou non, si vous êtes obligé de partir soit avec vos parents, soit avec vos enfants. Mais c'est ça qu'elle raconte, et c'est très amusant.
Et pour vous, c'est plutôt agréable ou désagréable, les vacances obligatoires en famille? Oui, mais nous, c'est plutôt en hiver, les vacances obligatoires en famille. Alors, Salma Awash, un autre conseil de lecture, un peu pour poursuivre la réflexion d'aujourd'hui. Tout à fait, tout est dans le titre. Un musulman, c'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui, il est consultant, il est en même temps président de l'ID. C'est un regroupement associatif de Taoufik Amzil. Ouais. Et donc, c'est un regroupement de professionnels. Et il explique, professionnel musulman, et donc il explique en gros que sa conviction lui appartient, que il se trouve que ça se voit un petit peu, et qu'il nous donne des exemples dans le monde, notamment dans le système anglo-saxon, où on est beaucoup moins, pas idéologique, mais beaucoup moins susceptible sur la question religieuse, et ça pourrait être beaucoup plus normal. Et c'est un Bruxellois. Et c'est un Bruxellois. Alors, Odile Margot, un livre d'une Bruxelloise, non, pas du tout, Non, une Parisienne. une Parisienne, oui. Alors, mais on reste dans le sujet des religions, un livre d'une rabbine. Oui, exactement. Je ne sais pas s'il y a des imams femmes et qui ne portent pas la kippa, enfin le voile, pardon, qui ne portent pas le voile, mais il y a une rabbine qui ne porte pas la kippa et qui s'exprime. Elle ne peut pas porter la kippa. Il y en a qui le portent. Il y a des communautés aux États-Unis où elle porte la kippa. Voilà, elle pourrait. Exactement. Voilà, c'est sa liberté en tout cas. Et elle a écrit ce livre qui est magnifique, une réflexion sur la question antisémite, où elle part des faits bibliques pour arriver à aujourd'hui, et sous un angle tout à fait différent de ce qu'on peut lire sur la question. Alors vous, un autre livre, un conseil de lecture avec Robert Badinter. On est à la fin des vacances, mais il y a quand même encore toujours un espace pour la lecture. D'abord, il m'a été offert par quelqu'un qui m'est cher, ça compte. Ensuite, au crépuscule de sa vie, cet homme qui est une grande stature refait un peu le fil de cette existence et revient sur l'importance de sa grand-mère. J'ai un fils d'1 an, je vois à quel point ma maman, qui va avoir 80 ans, essaye encore d'occuper ce rôle de grand-mère. Donc c'est important. Et aussi l'idée de l'exil et de la Shoah qui sont là derrière. Et ce sont des questions encore d'une cruelle actualité. Merci à tous d'avoir participé à cette émission de l'été. On se retrouve pour des experts d'automne et d'hiver samedi prochain. Au revoir. Il négociera en 2014. C'est à la hauteur de la table.